pour s'autoriser à examiner, à discuter et à déterminer la totalité des matières susceptibles d'arguments rationnels. Ça fait énorme. Mais que devient la théologie là-dedans? La foi, la Bible, enfin que sais-je, toutes les autres formes de savoir. Donc ça pose problème, vous comprenez? Ça pose véritablement question parce que précisément cette définition n'est pas seulement une question de définition, mais de statut de la personne du philosophe. Et pour Étienne Tempier, quand on a ces deux types d'idées du philosophe comme les plus sages du monde, ou ceux qui peuvent finalement examiner toute matière en raison, principe de raison naturelle, ne peuvent pas avoir une vie morale satisfaisante. Et au fond, dans les différents décrets, dans son décret de 1277 exactement, au mois de mars 1277, cette liste a été établie. Elle frappe donc en partie les philosophes, aussi peut-être Thomas d'Aquin, certaines thèses de Thomas d'Aquin à cause de l'influence d'Aristote, même si cette question à propos de Thomas d'Aquin est controversée, on ne va pas rentrer dans les détails. L'essentiel, c'est de voir que Étienne Tempier donne un portrait du philosophe comme immoraliste. Finalement, quand on prétend que tout savoir susceptible d'arguments rationnels est sujet du principe de raison naturelle, on ne peut pas avoir une vie normale, ou tout au moins telle que l'entend un évêque du XIIIe siècle. Alors ce qui est très intéressant, c'est que précisément un des philosophes qui est visé par ce décret Siget de Brabant, que aujourd'hui on considère comme un grand philosophe, mais que dans les années 1900, tout le monde ignorait jusqu'à son nom, ou à peu près. On n'avait jamais lu ses textes, et il n'était pas encore publié. Donc vous voyez aussi, l'histoire nous permet de reconsidérer notre propre discipline. Parce qu'avant 1900, ce Siget de Brabant, c'était un nom dans un texte. Ou à peu près. Et en tout cas, un nom dans la Divine Comédie de Dante. Parce que Dante le célèbre. Pour des raisons d'ailleurs assez obscures et qui est sujet à débat énorme. Entre les philosophes, entre les spécialistes de Dante et de la littérature médiévale. Bref, Siget de Brabant dit le contraire. Non, le véritable homme moral, c'est le philosophe, qui se guide essentiellement, qui laisse sa volonté entièrement guidée par la raison. Et c'est ça la véritable morale, l'éthique, au sens d'Aristote évidemment, n'est-ce pas? C'est toujours la même chose. Alors évidemment, il y a aussi une raison prudentielle, comme on dira, une raison pratique, c'est pas uniquement une raison intellectuelle ou formelle, n'est-ce pas, ou logique, mais aussi une raison pratique. On y reviendra. Donc, vous voyez, le problème, c'est que lui, Siget de Brabant, en fait, défend plutôt l'ascétisme philosophique. Et donc, au fond, que nous reprochent les théologiens? Ils nous reprochent, au fond, non pas simplement d'avoir une vie immorale, mais en réalité, ils nous jalousent parce que nous atteignons à leur mode de vie à eux. Parce qu'au fond, les théologiens se disaient, nous avons un mode de vie fondamentalement moral, de la morale chrétienne, évidemment, des vertus théologales, cardinales, mais couronnées par les vertus théologales, bien entendu. Et donc, cette vie morale, c'est l'apanage, au fond, des religieux, des saints, des religieux, des théologiens, qui sont tous clairs à l'époque, n'est-ce pas? Et donc, le fait même pour Siget de Brabant de choisir une vie d'ascétisme, c'est une forme de concurrence anthropologique, si vous voulez, ou morale du statut du théologien. Vous voyez, donc en fait, à partir d'une certaine idée du théologien, de la définition, du comportement du théologien, il y a des enjeux. Et c'est de ça dont on va débattre. Malheureusement, le temps passe. Donc vous voyez, donc cette première introduction me paraît importante parce que ça veut dire que ces choses-là sont loin d'être claires. Mais il y a une définition de la philosophie qui est encore plus large, si j'ose dire, qui est
bien connu de tous les spécialistes de la philosophie, qui est la philosophie est un exercice d'étonnement. Hein, c'est le Tormatsein métaphysique, et étonnement qui est d'abord, comme on le voit non seulement chez Aristote, mais chez Platon, un étonnement astronomique. Le philosophe, c'est celui qui sait s'étonner devant les astres. Entendez, qui sait s'étonner au point de les mesurer et de les calculer. Donc voilà le portrait d'un philosophe astronome. On a eu les mathématiciens, les physiciens, les métaphysiciens, maintenant les astronomes. Ça fait beaucoup. Pourquoi? Parce que le philosophe est un contemplatif. C'est un théoricien, c'est l'homme de la théoria. C'est-à-dire celui qui voit la régularité des phénomènes, qui ne retient pas les accidents, mais qui retient les sens, les substances, les choses qui se répètent régulièrement. Et le modèle de la répétition géométrique, c'est évidemment les astres. Donc ça fascine, mais du point de vue scientifique. Vous voyez? Donc il y a la question de l'étonnement. Et d'ailleurs, on connaît tous la fable de Thalès, même si elle vient d'Ésope, mais là dans Ésope, il n'y a pas le nom du philosophe Thalès, puisque dans la tradition philosophique, on rapporte l'origine de la philosophie, au moins d'une de ses branches au présocratique, à Thalès de Milet. Donc aujourd'hui en Asie mineure, si vous voulez, en Turquie. Cette ville d'ailleurs existe toujours, je l'ai visitée, bien sûr au niveau archéologique. Mais donc ce Thalès de Milet vivait dans une ville développée économiquement, etc., et scientifiquement. Il était astronome et il avait une servante, la fameuse servante de Thalès de Milet. Et au moment où la servante se moque de lui, c'est bien connu, déjà dans Ésope, la servante se moque du philosophe parce qu'il a les yeux plantés au ciel et il ne regarde pas devant lui sur terre et il ne regarde pas où il met ses pieds et il tombe dans un puits. C'est la scène du puits, qui est évidemment très révélatrice de Thalès de Milet, qui est à la fois astronome et qui réduit la totalité des choses à de l'eau. Tout est de l'eau. C'est très intéressant comme récit, puisqu'au fond, c'est les tensions entre les philosophes qui s'occupent des choses séparées, sublimes, régulières, géométriques. Les platoniciens sont des géomètres, ce sont des mathématiciens. On ne peut pas être philosophe sans être mathématicien. Si aujourd'hui vous dites ça, vous comprenez, mais à l'époque, ça fait partie de l'idéal de la mesure, qui est un idéal grec qui passera ensuite dans l'idéal religieux, le mésone, qu'on trouvera d'ailleurs encore chez Saint-Benoît, et dans la règle bénédictine. C'est la règle de la mesure. Hein. C'est un idéal fondamentalement grec. Donc, qui sera repris dans la tradition chrétienne à différents niveaux. Ce qui est intéressant dans cette histoire, d'ailleurs, il y a un philosophe qui a consacré tout un livre à ce petit récit, sur le rire de la servante Thrace. Je ne vais pas reprendre tout ça, mais c'est très important de voir que dans ce récit qui nous est rapporté aussi donc par Platon, dans le Théétète, c'est un dialogue de Platon, hein, où il nous rapporte cette histoire, on sent quand même derrière le rire de la servante Thrace une définition du philosophe. D'abord, il est distrait, ne regarde pas devant lui, ni sous ses pieds. Il est fasciné par l'astronomie. Mais aussi, c'est un homme libre. Ce n'est pas un esclave. Pour être philosophe, il faut être libre. La servante Thrace rit parce qu'elle est une servante. Attention. Deuxièmement, il faut être un homme. Il ne faut pas être une femme. Le logos est masculin, viril. Le logocentrisme. Les philosophes ont toujours été des hommes. Jusqu'à, bien sûr, la civilisation chrétienne. Mais dans l'ensemble, sauf quelques exceptions, bien entendu, qu'on rapporte, que ça, mais elles sont tellement exceptionnelles qu'on se demande si ce ne sont pas des histoires inventées pour la bonne cause. Mais enfin, toujours est-il que dans le récit, il est très clair qu'il faut être libre, il ne faut pas avoir un travail servile, un travail manuel, parce qu'à l'époque, le travail manuel ne peut pas être l'apanage du philosophe. Le philosophe, c'est celui qui s'occupe de la théoria. Et en même temps, ce rire, qui annonce, pour Platon, la ciguë, déjà qu'il y a quelque chose de vénéneux dans le rire.
Parce qu'il y a le rire, bon, c'est idiot, au lieu de mesurer les astres, il ferait mieux de regarder où il va marcher. Et en même temps, il y a déjà la méfiance vis-à-vis du philosophe, que j'ai dit avec Étienne Tempier, mais elle est ancienne, hein, là, parce que là, on est aux origines de la philosophie. Mais là, la critique ne vient pas d'un évêque, ça vient d'une servante. Mais c'est pareil pour Platon. Il n'y avait pas d'évêque, heureusement, à l'époque. Et donc, pour lui, ce rire, ah non, parce que tous les premiers dialogues de Platon étaient ces premiers dialogues de Platon. Après, Platon va un peu oublier la figure de Socrate, qui est quand même le philosophe par excellence pour Platon. Et donc, ça va devenir ce qu'on va appeler un personnage conceptuel. Mais enfin bon. Maintenant, c'est encore un personnage où il est vraiment touché par sa mort injuste, son empoisonnement. Et donc, tout ce qui attaque le philosophe attaque Socrate. Et donc, en quelque sorte, ce vieil apologue, c'est Ésope, qui est un fabuliste, prend une tournure, parce que le philosophe reprend une tradition, lui met un nom, c'est plus un astronome, c'est Thalès, et dans la tradition doxographique, Thalès se casse la figure et tombe dans un puits. Mais, comme disait Nietzsche, c'est un génie de la pensée, parce qu'il a rassemblé la totalité des événements sensibles, la diversité du monde en un seul principe, passe. Tout est de l'eau, peu importe. Ensuite, on dira du feu, de l'air, des atomes. Mais l'important pour le philosophe, c'est d'avoir un principe, arché en grec. Et tout se résume à une chose, tout est. Ça, c'est le geste fondateur d'une certaine forme de philosophie, qui sera d'ailleurs contestée par les moralistes, notamment par Lévinas. Ils considèrent que les présocratiques sont déjà les premiers penseurs de la totalité. Mais pour Nietzsche, c'est véritablement un acte créateur fondamental. Donc vous voyez, derrière toutes ces petites histoires complexes, au fond, qui rendent la définition de fait impossible de la philosophie, pour l'instant en tout cas, mais problématique. Problématique. Donc, alors, dans le texte, j'ai été relire ce texte de Platon, donc tête 174a, pour ceux qui veulent aller voir les sources. Dans le texte grec, il est bien dit que cette servante Thrace n'est pas simplement une servante, elle est emmeles cariessa, c'est-à-dire elle est pleine d'esprit et de beauté, de charme. Donc les philosophes sont des gens qui ne se laissent pas charmer et il y a une forme d'esprit qui leur échappe. Ça porte ça aussi, vous voyez, la servante. Petite réhabilitation de la servante Thrace. Mais c'est pas moi qui la réhabilite, c'est dans le texte de Platon. Vous voyez, comme toujours, Platon, il est toujours dans une problématique. Il simplifie jamais carrément. D'où d'ailleurs les sceptiques, les académiciens qui vont naître du platonisme. Les académiciens sont des sceptiques, c'est-à-dire ils ne concluent jamais. Mais même dans ces portraits, il y a une complexité, le portrait de Socrate, le portrait de cette servante, qui fait 2 lignes. Et en plus, thérapeinas, parce que la servante, là, si vous regardez votre dictionnaire grec, on voit que ce terme est utilisé aussi pour les poètes, qui sont les serviteurs des muses, et pour les héros qui servent les dieux. Les guerriers qui servent les dieux des armées sont thérapeion, thérapone, et en même temps, la thérapie, c'est un soin. Au fond, cette servante, elle est là pour prendre soin du philosophe. Cure, souci. Le philosophe, il ne peut pas vivre comme ça, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Ça, c'est clair. Sartre, il avait Simone. Non, mais c'est ça. Elle allait le voir, elle ne vivait pas avec lui, mais tous les matins, elle montait à l'étage voir où il en était. Parce qu'il diminuait. C'est pas dans un puits, lui, qu'il était. Il s'abandonnait sur sa chaise. C'est triste. Bon. Non, mais c'est ça. Voilà, il faut remettre les philosophes comme ça. C'est ça, les philosophes. C'est l'histoire de la philosophie. C'est ça, d'abord. Ensuite, le problème, c'est que l'admiration, c'est pas seulement l'admiration astronomique. Pourquoi est-ce que l'admiration, si la philosophie commence dans l'acte d'admiration, pourquoi elle ne commencerait pas directement dans l'enfance? Au fond, tout le monde serait philosophe.
quelque part, toutes les questions que posent les enfants. Alors bien sûr, le philosophe, lui, il a appris à argumenter, voilà. C'est-à-dire que la philosophie sera alors plutôt une pédagogie qui consisterait à reprendre au fond tous l'émerveillement, tous les questionnements qui naissent dans l'enfance, et de les structurer, d'apprendre à une certaine forme d'argumentation, logique, etc. Un peu comme on fait, au fond, les sophistes, que n'aimait pas Platon. Est-ce que les sophistes sont des philosophes? Pour certains historiens de la sophistique, ce sont d'authentiques philosophes, et même les premiers. Parce qu'ils sont avant Socrate et Platon. Jamais l'oublier. Mais ce sont des pédagogues. Ce sont des gens qui prétendent tout savoir, donc ils n'ont pas de discipline. Ça peut, les philosophes. Ils n'ont pas de discipline particulière, ils en ont tellement, n'est-ce pas? Mais ils prétendent le communiquer. Ils font une sociologie du savoir. Ce sont des démocrates, en quelque sorte. Ce sont des gens, mais qui se font payer, comme tous les démocrates. La démocratie a un prix. On le sait aujourd'hui, plus que jamais. La démocratie, ça coûte. Ah oui, c'est ça. Donc les sophistes se font payer. Alors évidemment, Platon, lui, c'est l'aristocrate. C'est un aristocrate. Donc lui, tout ce qui est de l'ordre du travail manuel et du paiement, vous voyez, on ne vend pas son savoir. On ne vend pas la vérité. Parce que pour Platon, l'important, c'est la vérité. Les sophistes ne recherchent pas la vérité, mais leur profit. Et certaines vérités, mais pas la vérité, pas l'aletheia. Bon. Donc, est-ce qu'on peut aller jusqu'à cette ouverture? Et d'ailleurs, les théologiens, ces fameux théologiens médiévaux, ils auront aussi leur servante trace, mais elle ne sera pas jolie, et elle ne sera pas pleine d'esprit, ce sera une vétoula, qu'on voit d'ailleurs chez Occam et chez des tas de théologiens. La vieille, ah oui, peut-elle faire de la théologie? Une vieille femme, d'abord une femme, mais vieille. Une vétoula, une petite vieille, littéralement en latin. Peut-on faire de la philosophie? Vous voyez, je passe de l'enfance à la vieillesse, mais tout ça, faites-moi confiance, c'est structuré. Et donc, est-ce que cette vétoula, est-ce que finalement les vieilles femmes peuvent faire de la théologie? C'était aussi ça le problème. Alors certains disent, pas question, des vieilles sottes, ou bien si, ils peuvent faire de la mystique, enfin, même si le mot la mystique n'existait pas à l'époque. Il n'y a pas de substantif du mot mystique au XIIIe siècle, ça n'existe pas, ce sont toujours des adjectifs. Il n'y a pas, la mystique est toujours adjectivée, la mystique substantive, ça viendra, c'est très moderne en fait, contrairement à ce qu'on croit dans les bouquins. Enfin voilà. Donc est-ce que, vous voyez, est-ce que finalement, c'est comme l'histoire, je me souviens une fois, chez Pivot, il y avait, à Apostrophe, il y avait un journaliste qui avait osé écrire un livre d'histoire. Et devant, il y avait un aéropage d'historiens, mais le nec plus ultra. Il y avait Le Goff, il y avait le roi Ladurie. Et alors ce type, il a fait un livre, je ne sais plus sur quoi d'ailleurs, j'ai complètement oublié. Ce que j'ai retenu, c'est le raisonnement de Le Goff. Non, il ne faut pas se moquer. Ce type, il a le droit de faire des livres d'histoire, même s'il n'est pas historien. C'est vrai, il est journaliste, il n'a pas appris le métier, c'est vrai, mais ça, le métier, ça peut s'apprendre, vous savez, comme les sophistes. Par contre, l'histoire appartient à tout le monde. Vous voyez, l'histoire appartient à tout le monde. Alors peut-être qu'il faudrait distinguer le philosophique de la philosophie. Le philosophique appartient à tout le monde, aux enfants, à n'importe qui réfléchit et qui aurait besoin peut-être justement de formation, d'aller écouter des philosophes, parce qu'on devient philosophe qu'en écoutant des philosophes. Donc il faut bien les choisir. D'où la question du choix du philosophe dans l'Antiquité. Quel va être le maître? Parce que justement, si on choisit un type de philosophie, on va choisir un type de philosophe. À l'époque, c'est indiscernable. On ne peut pas faire de la philosophie comme ça. Vous voyez? Donc il faut choisir quelqu'un qui est un maître de vérité, un shkutouma qui conduit vers la vérité. On va y revenir. C'est la bonne grosse définition de base du philosophe. Mais donc, il y a cet aspect, si vous voulez, je dirais, de l'ouverture maximale. La philosophie, le philosophique appartient à tout le monde. Mais la philosophie, certes, il faut fréquenter les philosophes, les lire, les écouter, etc.
Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et en même temps, il y a encore une autre dimension de l'admiration qui est complexe. Parce que si vous lisez Descartes, par exemple, au XVIIe siècle, quand il écrit à quelqu'un avec qui il n'est pas d'accord, « J'admire beaucoup votre position ». Ça veut dire qu'il est tout à fait interloqué, qu'il est tout à fait critique. L'admiration au XVIIe siècle, même en langue française, n'est pas du tout quelque chose de nécessairement positif. C'est quelque chose qui pose question. Quand le philosophe admire, ça ne veut pas dire qu'il est béat devant les étoiles. Il calcule, il pense. Ben, c'est la même chose, mais en même temps, ça peut être précisément une critique de ce qu'on nous donne à admirer, la philosophie. Une critique des images, notamment. Aujourd'hui, on est abreuvé, on est sursaturé des images, et on dit, oui, mais une image parle plus qu'un long discours. Elle parle trop. Il faut des philosophes pour, justement, critiquer les images et de laisser place au logos. Parce qu'autrement, c'est la musique qui vous met en condition pour regarder l'image. Là, le drame, oh là. Tout de suite, vous êtes mis en condition. Vous êtes manipulé. Les images manipulent. Les philosophes ont toujours une méfiance viscérale vis-à-vis des images. Donc, notre siècle des images n'est pas un siècle de philosophes. C'est clair. Les philosophes ont toujours pris distance vis-à-vis des images, où ils leur ont donné une fonction précise. Vers H4, une fonction précise, critique. Alors, une fonction d'articulation entre des choses extrêmes, qui autrement ne pourraient pas communiquer. Voilà, c'est comme un messager, un intermédiaire, l'image. Mais donc, il y a cette question qui est récurrente. Mais alors, sur quoi se baser? De quoi partir de la philosophie? De l'enfant, de la vieillesse, de la servante, des astres, du puits sans fond? Oh là, la situation est complexe. Alors, bien sûr, on cherche un fondement, le fundamentum inconcusum. Ce fondement qu'on ne peut pas, infracassable, ce noyau infracassable, où va-t-on le chercher? Alors, soit dans la logique, par exemple, le principe de contradiction, soit, par exemple, je ne sais pas, Descartes dans le cogito, dans l'acte de penser. Vous voyez, on essaye de chercher quelque chose qui résiste au doute, à toutes les formes de doute. Et en même temps, pour ça, c'est très curieux, mais le cogito implique un exercice spirituel. Hein, vous prenez par exemple les méditations cartésiennes, les méditations de Descartes, elles sont en fait une forme d'exercice spirituel. Aujourd'hui, je fais ceci, le lendemain, je fais ceci, un peu comme des exercices de Saint Ignace, si vous voulez. Hein, un siècle après Ignace. Ce sont des exercices spirituels. Parce que pour aller au fondement, il faut quelque part travailler sur soi. Vous voyez, c'est ça. Et nous arrivons à la fameuse définition du philosophe qui répond à l'oracle de Delphes qui dit « Connais-toi toi-même ». Il faut, pour être philosophe, avant d'aller essayer les astres et tout ça, il faut d'abord se connaître soi-même. Vous voyez, il y a Gnotis Auton, quoi, le linteau du temple de Delphes, consacré à Apollon, hein, la divinité de l'intelligence et de la clarté. Et donc, là, on rentre dans un autre univers qui est celui, le philosophe, eh bien c'est celui qui se connaît lui-même. Le problème, c'est qu'est-ce que se connaître soi-même? Alors c'est très caractéristique que dès que la philosophie renaît en Occident, avec Abélard, hein, donc nous avons, c'est l'éthique d'Abélard, porte ce titre, connais-toi toi-même, hein, Cito te ipsum, qui reprend donc le Gnotis Auton grec, en latin. Et alors ça crée un remous, notamment chez les bénédictins. Parce qu'à l'époque, les bénédictins, c'est les seuls gens qui pensent. Hein. Pratiquement jusqu'au XIe, XIIe siècle, les bénédictins, c'est le socle de la pensée occidentale. C'est évident. Et donc c'est un bénédictin qui, en 1140, va mettre fin
à la coexistence pacifique entre la philosophie et la théologie. Lorsqu'il va attaquer, Guillaume de Saint-Thierry va attaquer Abélard. Et va avertir Saint Bernard, il dit, il faut absolument faire la clarté sur cet ouvrage au titre répugnant. Connais-toi toi-même, au titre répugnant. Pose problème. Qu'entendait-il par là? Les philosophes parlent entre eux. L'énorme littérature. Qu'entendait-il par répugnant? Pourquoi? Parce que Saint Bernard, au même moment, dit connais-toi toi-même. Noce te ipso. Dans une de ses lettres, il dit il faut évidemment la première chose du sage, et il pense bien sûr aux religieux, cistercien, lui, puisqu'il est dans la Réforme. Mais justement, c'est intéressant aussi à propos de Guillaume de Saint-Thierry, c'est un bénédictin, mais qui devient cistercien. Il est entre les deux. Vous voyez, il y a un problème. Il pense. Vous voyez, il n'est pas philosophe, mais il sent qu'il y a quelque chose de nouveau, et il sait lire les philosophes. Il a une excellente formation. Donc il a lu Abélard. Qui a lu Abélard à l'époque? À part les Arsiens. Mais lui, c'est un théologien, un mystique, un homme dans un monastère qui lit et qui dit il y a quelque chose là de nouveau et d'inquiétant. Bernard, si tu veux, il avait connu Bernard auparavant, il faut intervenir, puisque les évêques sont incapables. C'est vrai, les évêques sont incapables. Théologie, ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc il dit il faut intervenir. Il est dans la lettre à Saint Bernard, parce qu'il envoie la lettre de l'adversus à Petrum Abelardum. Il fait un texte profond, architecturé, philosophique, contre la philosophie. Parce que c'est ça, quand on est contre la philosophie, quelque part, on est obligé déjà d'en faire. Oui, c'est ça. Mais c'est compliqué, parce que même il y a des philosophes chez les ennemis de la philosophie. C'est pour ça que j'ai défini ça, parce que la philosophie, c'est quelque chose, ça s'attrape. C'est quelque chose, quand on les lit, ça y est. Comprenez, on les écoute, on commence à devenir philosophe, sans le savoir même. C'est comme la langue, ça rentre à un moment donné. Et donc, dans cet adversus Petrum Abelardum, il y a quelque chose, effectivement, qui va faire évoluer fondamentalement le rapport entre la philosophie et la théologie. Parce qu'au fond, qu'est-ce que reproche Guillaume de Saint-Thierry et Saint Bernard à Abélard? Alors Saint Bernard, qui pourtant lui dit qu'il faut se connaître soi-même, il dit, mais il n'a pas été jusqu'au bout de la connaissance de soi, dans sa lettre. Il aurait dû avoir plus du sens de la mesure, le fameux mésone. Il faut mesurer la connaissance de soi. C'est pas n'importe quoi la connaissance de soi. Ça n'a évidemment rien à voir avec la psychologie. Et le psychologisme contemporain, bien entendu. Ça viendra beaucoup plus tard. À l'époque, la connaissance de soi, c'est vraiment d'abord connaître qui on est, quelles sont ses limites, quelle est sa mesure. Et donc, il a dit, il a dépassé la mesure par un savoir d'ivrogne, donc une ébriété. Il aurait dû développer un savoir plus sobre, c'est la fameuse sobriété monastique. Mais il l'applique aux philosophes. Indûment, sûrement, quelque part, indûment. Saint Bernard ne fait pas dans la nuance. Il n'aime pas les philosophes. D'ailleurs, il appelle la théologia, parce qu'à l'époque, la théologie, c'est une chose de philosophe, pas une chose de théologien. Le mot théologien vient à peine de ressurgir du passé, dans les textes du XIe siècle. On voit le mot théologia qui commence à ressembler au sens que nous lui donnerons plus tard, mais c'est d'abord quelque chose qui appartient aux philosophes. Le mot, encore que Aristote dit théologique aussi, théologique, comme le titre de mon bouquin. C'est pas un hasard, métaphysique epsilon. Et donc, vous voyez, il dit à un moment donné, à propos de la théologia, stultologia. C'est pas du tout de la théologie qu'il fait à Abélard. C'est un discours de sottise, stultus, stultitia. C'est pas de la folie, c'est stultitia, stultologia. Et alors, ce qui est très intéressant chez son ami, c'est que lui, il critique à la fois la théologie d'Abélard en disant sa théologia, en fait, n'est pas une théologia. Ah bon? C'est quoi alors? C'est une philosophia.
Vous voyez, maintenant, la théologia et la philosophia, il y a quelque chose qui n'est plus synonyme ni d'un côté ni de l'autre, ni de l'autre. Des deux côtés, on entend les mêmes mots de manière différente. Et alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que ce même Guillaume de Saint-Thierry, qui avait la dent très dure et surtout l'esprit très éveillé sur les nouveautés de l'époque, il lit Guillaume de Conches, qui est un grand aujourd'hui, qu'on considère comme un des plus grands philosophes de l'époque, du XIIe siècle donc, un philosophe normand, et qui a fait un livre qui s'appelle Philosophia. Parce que pour la première fois dans l'histoire, les termes de théologia et de philosophia deviennent des titres de livres. En latin. Alors parfois, pour des raisons anachroniques, on dit théologie platonicienne, etc. Mais ce ne sont pas des titres de livres. Ici, c'est une discipline qui se pense comme théologia d'un côté et comme philosophia de l'autre. Et Guillaume de Saint-Thierry dit à propos de Guillaume de Conches, en fait, lui, il n'a pas écrit une philosophia, il a écrit une physica. Oui, parce que, au fond, il a une conception de la nature, du corps humain, des réalités terrestres, qui relèvent plus de la physique que de la philosophie. Donc voilà, ça se complique. La théologia, la philosophia, la physica. Et personne n'est d'accord sur ce que ça veut dire exactement. Et tout le monde se reproche, un de faire de la théologie, l'autre de la philosophie, l'autre de la physique. Vous voyez, donc il y a véritablement, comment dirais-je, un enjeu considérable derrière cette recherche et cette connaissance de soi, mesurée. Alors évidemment, là, on a un resserrement de la philosophie sur la connaissance de soi. Est-ce que la philosophie n'est qu'une connaissance de soi? Alors on peut trouver une échappatoire. Et l'échappatoire, ce sont les personnalités discursives. Ah, qu'est-ce que les personnalités discursives? Ben, les personnalités discursives, par exemple, c'est, je ne sais pas moi, le persan de Montesquieu. Comment peut-on être persan? C'est pas un monsieur, hein, c'est un persan. C'est quoi un persan? Ben, c'est un concept de quelqu'un voilà, qui permet de critiquer la civilisation occidentale, en prenant un personnage qui aide à conceptualiser quelque chose de nouveau dans la pensée occidentale. Un persan, ou Candide chez Voltaire. Candide, c'est qui ça, Candide? C'est un personnage discursif. Il n'existe pas, mais ça permet de critiquer, de prendre distance vis-à-vis de notre civilisation, de notre culture chrétienne en l'occurrence, et donc de penser autrement. Alors bien sûr, il y a aussi les personnages conceptuels de Deleuze, bien entendu. D'abord Socrate de Platon. Socrate, c'est un personnage à la fois historique, mais aussi conceptuel, surtout dans les derniers dialogues de Platon, notamment dans la République. Socrate est un intervenant purement conceptuel. Alors effectivement, on pourrait d'ailleurs dire, comme dit d'ailleurs Deleuze quelque part, que finalement les personnages conceptuels sont des gens qui nous aident à penser quelque chose, qui aident à former le concept qui devient à un moment donné une nécessité. On est poussé à penser ça à un moment donné. Vous savez, chez lui, c'est les forces, c'est le désir spinoziste. Vous comprenez? Chez lui, c'est un peu comme le jeu de mots chez Augustin entre cogitatio, penser, la pensée, et cogere. Vous savez, Augustin aime ce genre d'étymologie un peu tirée par les cheveux, mais qui sont très révélatrices de ce qu'il entend par la pensée. Une pensée, c'est quelque chose qui nous oblige quelque chose à la pensée. C'est qui nous force, on est forcé. On n'a pas une liberté de penser au sens, vous voyez, au sens où on l'entendait aujourd'hui. On ne peut pas penser n'importe quoi, n'importe comment. Donc voilà, le temps passe. Et donc j'ai à peine commencé. C'est pas grave, c'est rien, la philosophie c'est toujours un commencement. Et donc vous voyez, c'est très important. Donc cette histoire de personnages conceptuels qui essayent de nous sortir simplement de la connaissance de soi. Parce que ces personnages conceptuels, ça peut être aussi bien, par exemple, le temps de Socrate. Le temps. Parce qu'il dit « je suis un temps ». C'est un personnage conceptuel. C'est quoi? Le temps, c'est un animal qui pique le grand cheval de la cité d'Athènes, qui dort, qui ne pense plus, qui dort. Moi, je vais la réveiller, comme un temps.
Ou bien le tic de Deleuze, les tics de Deleuze, qui attendent 20 ans son client dans une branche, simplement par contact thermique, il sent que ça chauffe, paf, il rentre en dessous de votre peau et il vous flanque la maladie de Lyme. Et ça va directement dans votre foie, votre estomac, une vraie saloperie. Ça, c'est la pensée typiquement Deleuze. Toujours une saloperie comme ça, une saleté, une catastrophe. Vous voyez, un venin comme ça. Une force. Spinoza, grand admirateur des araignées. Il aimait, il mettait les araignées, il les regardait combattre. C'est les forces, le conatus essendi. Vous voyez, c'est la force, c'est l'héroïne, c'est ça, struggle for life, c'est la poussée du vivant. Vous voyez, c'est ça, Deleuze, c'est ça, hein, c'est le désir, ça pousse. Et jusqu'au suicide, vous voyez, c'est quelque chose de suicidaire aussi là-dedans. Pousser, j'ouvre la fenêtre, je sors, je respire. Il s'est défenestré comme ça. Mais il ne savait plus respirer. Mais c'est pas, il avait une maladie affreuse d'ailleurs. Mais donc, vous voyez, ça c'est très important. Et puis ça peut même aller encore dans le végétal, puisque le lotus, par exemple, ça peut être un centre de réflexion et ça peut nous forcer à penser. Vous voyez, il y a quelque chose qui force dans le lotus qui se déploie sur de la vase trouble et qui lui éclaire. C'est tout un idéal. Partir de la vase. Il y a toute une Proust, quoi. Vous voyez, les petites cocottes dans la tasse de thé. Mais les concepts, c'est comme ça. Au départ, quand vous faites un bouquin, enfin, moi je parle de mon expérience, il y a une petite chose là, et puis vous mettez ça dans le flux des bons vieux philosophes, là, il y a une espèce de vapeur, vous voyez, c'est comme la pitié. Et soudain, cette petite chose, ce petit mot, devient un concept, et s'organise, s'argumente, etc. Et il y a un monde, hein, comme chez la Madeleine de Proust, si vous voulez. C'est ça, c'est un détail, c'est un vol d'oiseau, qu'est-ce qui peut nous aider à penser? Vous comprenez? C'est rien, c'est pour ça que je dis quelque part, il y a toujours ça. Alors ça, évidemment, c'est personnel, c'est très éloigné de ce que c'est que le gnotis et automne, mais en même temps, dans le bouddhisme, c'est aussi une forme quelque part de connaissance, de soi, à définir, dans un sens très différent. Mais voilà, on est donc dans des définitions extrêmement vastes et des définitions extrêmement recroquevillées. Qu'est-ce qui peut faire le lien de tout ça? Eh bien, l'amour, évidemment. L'amour. Donc la philosophie, c'est l'amour. Hein? Phileia. Aimer la sagesse. Le philosophe, c'est quelqu'un qui aime. Et comme dit Pythagore, c'est un propos qu'on lui prête, c'est bien connu. Il disait qu'ils n'étaient pas sages, les philosophes, les vrais, mais des gens qui aimaient la sagesse. Donc ce sont des amants, des amoureux de la sagesse. Mais il y a toujours les philosophes pour contredire. Oui, mais en réalité, c'est le contraire qu'il faut dire. Lévinas, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, l'amour n'est pas, la philosophie n'est pas l'amour de la sagesse, c'est la sagesse de l'amour. Non, parce que l'amour, fatalement, c'est quelque chose qui est toujours expansif. Quelque chose qui est de l'ordre du désir. Quelque chose qui est de l'ordre de l'illimité, de l'apeiron. Et la philosophie vient au contraire gérer, réguler, mesurer l'amour. Le philosophe, c'est celui qui mesure l'amour. Alors c'est la raison, toute la tradition occidentale elle rapplique, mais le problème, moi je dis personnellement, mon problème c'est que le centre n'est plus la sophia. Le centre devient l'amour lui-même, la philia, pas l'éros. Il y a aussi l'éros qui joue un rôle médiateur, bien sûr. Mais tant qu'au fond, l'amour est en quelque sorte, finalement, une possibilité de réconcilier le cosmos de Thalès et la connaissance de soi. Car dans l'amour, il y a toujours quelque chose de cosmique. Hein, dans les cantiques des cantiques, etc.
Mais il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. L'amour se suffit à lui-même. Hein, Balthazar disait, si vous regardez le Cantique des Cantiques, c'est extraordinairement révélateur, Dieu est absent. Hein, il y a un livre au moins dans la Bible où il n'y a pas Dieu. Hein, c'est là. Et c'est très important. Hein, oh, respire Dieu tout le temps, il a et puis violent avec ça. Hein. Là, non, respire. C'est la belle épouse. Oh. Alors évidemment, les pères ont relu, évidemment, non, mais c'est l'Église, c'est l'âme, c'est tout ce que vous voudrez, Marie, etc. Bien sûr, mais en réalité, c'est bien sûr d'abord un poème érotique, n'est-ce pas, soyons sérieux. C'est des chants du mariage, etc. Mais dans les mariages, dans l'amour, il n'y a pas de Dieu. Le Dieu, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de fécondité, même il n'y a pas d'enfant. L'amour se suffit. C'est terrible, ça. Terrible avertissement, dit Balthazar, qui a peur. C'est un théologien. Mais nous, les philosophes, nous disons, ah non, enfin, un peu de philosophie dans tout ça. C'est vrai, Cantique des Cantiques a toujours été quelque chose que les philosophes ont, depuis Origène, ont considéré comme une charte, quelque part, de la pensée biblique. C'est évident. Hein, lisez le commentaire d'Origène, qui est quand même un grand platonicien, c'est pas un petit platonicien, c'est quelque chose de très important, Origène. Et donc, vous voyez, l'amour, il faut que j'arrête là, parce que... Ouais, ça va être là. Il faut se préparer, encore 3 minutes. Voilà, je ne conclus pas, je termine sans conclure. Et si si j'ai encore quelques minutes après, oui. je conclurai alors, enfin je conclurai sans conclure. Mais donc l'amour est quand même une première tentative de sortir du guêpier. C'est-à-dire de revenir à la définition toute bête. Vous savez, c'est comme l'histoire du bourgeois gentilhomme. Comment est-ce que je peux exprimer mon amour pour ma bien-aimée? Ô marquise, que vos beaux yeux me font mourir d'amour. Bon, non, vous n'allez pas dire ça. Non, vos beaux yeux d'amour mourir me font, belle marquise. Ah ben voilà, au moins, c'est un peu ça, hein, la philosophie aussi. Donc, on revient à la philosophie, on aime, ben, ça c'est philia, hein. C'est philia, c'est pas Eros. Eros, c'est pas que c'est exclu, mais ça joue un rôle particulier chez les philosophes. Notamment le désir érotique comme médiation entre des choses contradictoires, et c'est là qu'intervient le rôle de l'image et du temps, etc. Vous voyez? Donc, voilà. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, comme d'ailleurs, décidément, Guillaume de Saint-Thierry est en verbe, c'est chez moi ce soir. Et donc, parce que lui, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, vous savez, sa fameuse phrase qui a donné lieu aussi à 3 rayonnages. J'exagère pas. C'est fou ce que les gens peuvent écrire. C'est affreux. Et donc, Amor, alors là, il s'agit d'Amor. Ipse intellectus, on peut laisser tomber le S, hein, bon. Amor ipse intellectus. L'amour lui-même est intelligence. Ah, voilà, ça complique encore les choses. Ou bien ça ne les complique pas. Ça, justement, ça rebat les cartes. Parce que peut-être qu'il y a un mode de connaissance qui n'est pas une confusion, comme croyait le père Rousselot, qui a fait une thèse magnifique dans les années 1914, avant d'être fusillé à la guerre de 14, hein, père Rousselot. Je salue sa mémoire. Parce qu'avant de mourir, il a fait un livre sur justement l'amour au Moyen-Âge. Et donc, lui, il était thomiste, bon, il n'en pouvait rien, et donc, il disait, il y a confusion entre la volonté et l'intelligence. Dire que amor ipse intellectus, c'est une faute philosophique. Et attention, les philosophes, parfois je rigole, mais parfois, ça me reprend. Une faute philosophique. Mais quand on lit même saint Thomas, on reprend la prima pars, et qu'est-ce qu'on lit? Ce qu'on dit toujours, vous savez, c'est courant dans tous les manuels. Les franciscains, c'est les gens qui font primer la volonté sur l'intellect, et les dominicains, c'est le contraire. Évidemment, très intelligent. Mais quand on voit saint Thomas lui-même, c'est pas exactement ça qu'il dit. Saint Thomas, je ne parle pas des thomistes, de ces machins-là. Non, saint Thomas, Thomas d'Aquin. Bon, dans la prima pars, quand il dit, mais oui, c'est vrai que en conditions normales,
l'intellect prime la volonté. Bon, ça y est, un point. Le problème, c'est que quand c'est Dieu, ça ne va pas. Il vaut mieux aimer Dieu que le connaître. Saint Thomas. Mais, en disant ça, c'est très beau, mais il oppose encore intellectus et amor, donc. Et alors que le travail des bénédictins, c'est justement, en tout cas de ce bénédictin-là, c'est justement d'essayer de chercher une forme de connaissance où il y a quelque chose une connaissance en quelque sorte nouvelle, on ne dira pas supérieure, mais autre, parallèle, où il y a une compénétration de l'intellect et de l'amour. Et on dira, au fond, tout ça, quelque part, c'est bien biblique. D'ailleurs, quand on dit la connaissance biblique, on parle de l'acte sexuel, et en même temps d'une certaine forme de connaissance qui n'est pas du tout liée à l'amour comme tel. Donc je me demande si ces bénédictins qui lisent tout le temps la Bible, évidemment, avec la Lectio Divina, n'ont pas voulu, en fait, justement, mesurer, en fait, leur propre tradition avec les concepts de la philosophie, tout en étant anti-philosophe, pour inventer quelque chose de nouveau, qui essaye justement de faire le lien entre ces deux pôles, au fond, de la pensée et de la philosophie. Mais aussi de la théologie, bien entendu, à partir du moment où la théologie voudra absorber au moins l'argumentaire théologique, à partir du XIIIe siècle, certainement. Voilà, on en restera là, et on passe aux nourritures terrestres. Voilà. Bravo quand même.